presse, au nom des organisations politiques et de la société civile africaine qui sont présentes à cette conférence de presse et celles qui sont représentées puisqu'elles sont sur le continent. Nous tenons à vous remercier pour votre présence à cette conférence de presse. Cette conférence de presse porte sur un sujet, l'unique sujet, à savoir la prochaine élection du président de l'Union africaine. Nous tenions absolument à tenir cette conférence pour exprimer notre vive inquiétude qui est partagée par d'autres organisations que nous n'avons pas eu le temps, malheureusement, de sensibiliser, mais nous savons que toutes les organisations dignes du combat que nous menons pour l'Afrique sont très concernées par la prochaine élection du président de notre organisation continentale. Et cela pour deux raisons. Premièrement, parce que ça fait plus de 60 ans pour certains pays et pour d'autres bientôt 50 ans qu'ils sont indépendants. Et nous avons fait chacun de son côté un bilan de notre organisation continentale. L'échec est patent. Et nous pensions que nos dirigeants pouvaient prendre la mesure des échecs de l'organisation continentale et puis prendre aussi la mesure des défis à relever pour notre continent. Hélas, hélas. Et c'est pour cette raison que, après avoir pris connaissance de la candidature du colonel Azali Assoumani, l'actuel chef d'État de l'Union des Comores, président anticonstitutionnel de l'Union des Comores, à la tête de l'Union africaine, que les organisations signataires à la fois de la lettre ouverte et puis signataires également de la déclaration dont on vous donnera le contexte et puis le contenu, ont décidé de se mobiliser, en tout cas de jouer leur responsabilité, de se réveiller, de se mobiliser, de sensibiliser l'opinion africaine et puis les partenaires de l'Union africaine, leur exprimer notre préoccupation, puisque nous avons du mal à accepter qu'une personne qui a fait de la dictature, qui a fait de la répression, qui a fait des violations répétées des institutions constitutionnelles de son pays, qui a fait des assassinats politiques, qui a fait de la corruption, des détournements, des deniers publics, qui ne respecte pas la séparation des pouvoirs, soit à la tête de l'Union africaine, alors que nous savons que notre organisation continentale doit exister, puisque c'est la seule et unique organisation de référence internationale sur le continent africain. Et parce que nous savons que notre organisation continentale doit relever les défis, l'un des candidats qui s'est déjà déclaré vainqueur ne présente vraiment pas le profil du président idéal pour l'Afrique de demain. L'Union africaine, ce n'est pas un jeu.
du moins pour les peuples d'Afrique. L'Union africaine est l'institution phare, la seule institution au niveau du continent qui a une référence internationale. Donc nous assumons notre responsabilité en réunissant la presse aujourd'hui et puis en sensibilisant l'opinion publique africaine, mais particulièrement africaine, pour que chacun dans son pays puisse le plus vite possible, c'est vraiment urgent, chacun dans son pays saisisse son président pour alerter nos différents chefs d'État sur le danger que constitue cette candidature. Cette candidature est un mépris, va davantage, la candidature d'Azali, du colonel Azali Assoumani, va davantage creuser une fossé qui existe déjà entre le peuple d'Afrique et notre organisation continentale. Donc nous appelons nos différentes organisations dans leurs pays respectifs de prendre leurs responsabilités en écrivant à leurs chefs d'État pour justement attirer leur attention sur le danger que représente cette candidature. Bon, voilà, ce sont les mots d'introduction que j'ai tenu à faire. Cette initiative est celle de différentes organisations. Je vais vous les citer. Les représentants qui ont pu faire le déplacement et être ici prendront chacun la parole. Et puis nous laisserons la presse, poser des questions. Et puis mes amis qui sont ici présents répondront. Il s'agit de l'organisation RIDIA, qui est représentée par son secrétaire général, qui est ici présent. Il s'agit du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, qui est représenté ici par M. Flavio. Il y a l'Alliance des forces patriotiques pour une Guinée libre, qui est représentée. Le Parti panafricanisme congolais, qui est représenté par son président. Il y a le Parti de la refondation pour une action globale en Mauritanie. Son représentant est en route, M. Doro. Il y a le collectif des Français d'origine ivoirienne et des amis de la Côte d'Ivoire, qui est représenté ici par notre amie Mireille, qui est par ailleurs une élue municipale ici en France. Il y a la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l'homme. Il y a l'Alliance Gambana-Ksu, Fédé Mauritanie. Il y a l'ONG Ouaraba d'Afrique que je représente. Il y a Cannes Afrique qui est représenté par son vice-président. Son président est en route, arrive. C'est Abderrahmane qui est le vice-président de Cannes Afrique. Il y a l'association Cher et Baobab, Union nationale des travailleurs africains des troupes coloniales et d'outre-mer. Il y a la Ligue panafricaine, Umoja, qui est représentée par notre frère. Il y a l'Union des volontaires pour le développement Sonikana. Il y a l'Association contre la domination et l'esclavage. Il y a Memouké Diagili. Il y a l'Association Soniké du Sénégal pour l'égalité et le progrès. Il y a Gambana Ksou Fédé, Mali, Mauritanie, Sénégal, Gambie et les deux Guinées. Il y a le Rassemblement malien pour la fraternité et le progrès. Il y a la CDE, il y a l'IRA France, il y a le ARMEPS France, il y a AMRHE France, il y a Impassé trop présent, il y a l'UVDS, il y a l'ACDE, il y a la RMFP, Solidarité Franc-Africaine Section France, Mouvement pour la sauvegarde des droits de l'homme, qui a son siège au Mali. Il y a Association Assistance des Nigériens qui est représentée par notre frère Abderrahmane. Il y a Union des Panafricains, Union pour le panafricanisme et SOS Démocratie au Comores. Voilà, donc mes amis vont se succéder, prendre chacun la parole pour introduire notre conférence de presse. Ça sera l'organisation Umoja qui prendra la parole en premier, puis Abderrahmane et Mireille, Flavio, et puis voilà.
Oui, c'est bon. Ah, d'accord. Je me laisse comme ça. Non, merci. Je vous dis quand c'est bon. Très bien. Bon, très bien. Donc, Hamza Boukari Yabara, président de la Ligue panafricaine Umoja, je voudrais remercier les camarades des Comores pour leur vigilance et leur diligence, parce que ce ne sont pas toutes les communautés qui suivent avec attention ce qui se passe au niveau de l'Union africaine en termes de succession des chefs d'État à la présidence de cette organisation. L'organisation qui va fêter ses 60 ans l'année prochaine, qui sort d'un mandat d'1 an de Macky Sall, qui a déjà, je dirais, montré la voie sur un certain nombre de points et qui doit aujourd'hui se relever. Nous avons aujourd'hui un contexte d'usurpation du panafricanisme sur lequel un certain nombre de nos chefs d'État surfent en revendiquant justement des positions à l'Union africaine ou à la CEDEAO qui méprisent les intérêts des peuples et qui sont beaucoup plus tournés vers, je dirais, des formes de représentation et de représentativité. Il y a donc de la vigilance des peuples et surtout de nos organisations de tirer la sonnette d'alarme. L'Union africaine, ou anciennement OUA, a longtemps eu le surnom de syndicat des chefs d'État africains. Force est de constater que cette appellation n'a pas totalement disparu. Lorsque l'OUA a été créée en 1963, elle avait un objectif principal qui était la décolonisation. Je pense que dans le cas des Comores, cette question de la décolonisation est d'actualité. Il y a évidemment le cas de Mayotte. On peut aussi élargir aux îles Éparses, à la Réunion, aux enclaves de Ceuta et Melilla, au Sahara occidental, un certain nombre de territoires qui aujourd'hui ne sont pas encore décolonisés et qui de facto sont des territoires européens. Donc la question de la décolonisation nécessite que nous ayons à la tête de l'instance continentale des dirigeants qui sont conscients de cet enjeu. Et je pense que le cas des Comores montre qu'il y a, de ce point de vue-là, une disqualification à ce que cette question soit traitée de cette manière. Un autre élément en termes de décolonisation, c'est la décolonisation économique et financière. Nous savons que l'Union africaine est en grande partie financée par l'Union européenne. Nous savons le rôle des fonds européens qui sont drainés et récupérés par nos élites. Et nous devons également nous interroger sur la manière dont l'Union européenne, d'une certaine manière, couvre un certain nombre de pratiques antidémocratiques au niveau de nos États. Je pense que c'est d'autant plus important que nous sommes un certain nombre de la diaspora, ici en Europe, à payer des impôts et à contribuer au rayonnement de cette instance. Un autre élément dans l'actualité de cette élection, c'est le contexte de guerre migratoire, dont les Comores et Mayotte sont justement l'un des épicentres, probablement le plus grand cimetière marin à l'heure actuelle. Là aussi, il est important que nous ayons des dirigeants qui aient de l'empathie envers leur population. De la même manière que pendant 1 an, nous avons attendu de Macky Sall qu'il prenne ses responsabilités vis-à-vis de la jeunesse qui prend le bateau, il est évident que l'actuel président des Comores ne s'engagera pas non plus pour aborder cette question qui est, je dirais, extrêmement brûlante et sur laquelle il ferme les yeux. La question de la guerre migratoire qui est menée aux Africains sur les terres africaines, si on prend l'Afrique du Nord, mais également dans les eaux africaines, est extrêmement importante. Elle nécessite qu'au niveau de l'Union africaine, il y ait une vraie politique mise en place pour la traiter. Et on ne pourra pas la traiter sans qu'il y ait au niveau des Comores des dirigeants responsables et conscients de cet enjeu. C'est pour cela que la question de l'élection à la présidence de l'Union africaine du colonel Azali Assoumani est un enjeu très important. Un autre point essentiel, ce sont évidemment les causes de la migration, puisque nos jeunes ne quittent pas nos pays par gaieté de cœur. Ils les quittent pour des raisons de non-développement, pour des raisons de corruption, pour des raisons de népotisme, qui ont été largement soulignées auparavant par Maître Larifou. Donc il me semble important là aussi que nous tenions compte des liens entre la situation interne de nos différents pays et la manière dont la guerre migratoire est financée par l'Europe à travers justement des fonds qui maintiennent nos États sous une tutelle et une domination. Donc ce n'est qu'au niveau de l'Union africaine que nous devons, je dirais, trouver les moyens de faire converger nos forces pour proposer une rupture et une alternative. Un autre élément, c'est que cette migration, elle est constitutive d'une diaspora.
Et la diaspora est centrale dans le panafricanisme. Et cette diaspora se trouve, je dirais, à cheval sur deux positions. Il y a celle qui est relativement intégrée en France ou en Europe de manière générale, qui parfois est effectivement dans des instances représentatives. Et puis il y a celle qui est interdite de rentrer chez elle pour ses opinions politiques. Et là aussi, il y a un travail à faire, puisqu'on ne peut avoir à la tête de l'Union africaine un dirigeant dont une partie de ses ressortissants se trouve en exil ou dont l'incapacité de revenir dans le pays d'origine pour faire valoir leurs opinions politiques. Donc il y a là aussi un enjeu de démocratie, un enjeu de panafricanisme qui est très important concernant cette position de la diaspora. Donc, lorsque l'on a résumé tout cela en quelques minutes, on constate que le colonel Azali Assoumani coche toutes les cases du statu quo néocolonial à la tête de l'Union africaine. Il s'inscrit parfaitement dans ce profil, dans ce prototype dont nous devons aujourd'hui sortir parce que nous entrons dans un momentum, nous entrons dans une période qui n'est plus possible aujourd'hui de tenir. Le colonialisme touche à sa fin, le néocolonialisme touche à sa fin. Il est temps que nous ayons à la tête de nos institutions, à la tête de nos États, des hommes et des femmes conscients des enjeux et prêts à s'engager pour cela. Donc, cette élection sera un signal absolument négatif. Pour conclure, parce que d'autres doivent prendre la parole et compléter certains éléments, je voudrais encore une fois utiliser cette situation pour rappeler la nécessité de mettre la situation des Comores au centre du panafricanisme. Nous sommes dans un territoire qui reste encore à décoloniser, à la fois du point de vue géographique et juridique, avec une violation du droit international, mais également du point de vue économique, culturel et social, en raison d'un certain nombre d'ingérences qui viennent de l'extérieur. Donc là aussi, je souhaite vraiment que la dynamique qui est engagée aujourd'hui sur cette question de l'élection à la présidence de l'Union africaine ne s'arrête pas uniquement à cette question et que nous puissions entamer un travail au niveau de l'ensemble de nos organisations pour faire en sorte que la mobilisation autour de la présidence de l'Union africaine aujourd'hui soit également une mobilisation qui rentre dans la convergence pour une Union africaine des peuples. Je crois que c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui. Dans ce que nous avons à dire à nos chefs d'État, c'est vraiment cette idée de faire redescendre le pouvoir au niveau des peuples. Et c'est sur ces points que je m'arrêterai et que je passe donc la parole à d'autres organisations pour qu'elles puissent également apporter leur point de vue sur la situation. Merci. Essayez de parler un peu plus fort. D'accord. D'accord. Bonjour à tous, c'est le président Abdraman, vice-président des Canafrique. L'association est aussi président de l'association d'assistantes aux Nigériens. Et je tiens à remercier mes chers frères qui ont convoqué cette initiative, que nous aussi on est parmi les gens qui ont organisé ça. Et le problème qui se pose en Afrique aujourd'hui, majoritairement, il y a beaucoup de dirigeants africains qui tournent le dos aux Africains. Par exemple, moi je suis originaire du Niger. Aujourd'hui, au Niger, le pouvoir actuel là, en train de fabriquer des coups d'État qui n'existaient pas, aussi mettre en prison des opposants qui seulement donnaient leur point de vue par rapport à la situation instable du Niger. Et ça fait une semaine ou un mois, il y a le régime actuel là, qui a pris des hélicoptères de combat pour pouvoir bombarder une zone qui s'appelle Tamou, cette zone minière, pour pouvoir donner ça aux Européens. Donc, vraiment, la situation qu'on a aujourd'hui par rapport à nos dirigeants africains, c'est une situation inacceptable. Et je vous remercie.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonne année à tous. Merci. Paix et sécurité alimentaire sur le continent africain et dans le monde entier. Nous sommes aujourd'hui le 5 janvier 2023. L'Afrique a devant elle des challenges à relever parce que l'année 2023 est une année, on va dire, de pseudo-élections sur presque l'ensemble du continent africain. Et quand il y a des élections, on va dire les premières victimes, c'est les familles africaines, les femmes, les enfants, les pères, les mères. Et encore, c'est des sujets qui déplacent encore, qui provoquent des nouveaux migrants. Et ça, on n'y pense pas souvent. Les chefs d'État n'y pensent pas assez. Et donc, mon message va s'adresser à plusieurs franges de la population africaine. Tout d'abord, je m'adresse aux chefs d'État africains. On va dire chefs d'État africains, puisque c'est comme ça qu'ils sont appelés par les élites extérieures également. On est gouverné par des personnes qui sont gouvernées par d'autres gouvernants, qui sont même gouvernés par d'autres personnes qui sont gouvernées. C'est vraiment un bric-à-brac. Et l'Union africaine est un club d'amis où ils jouent au poker, au péril et au détriment de la vie des populations africaines. Mais cela perdure parce que la diaspora n'est pas organisée. À qui la faute? À la diaspora, aux diasporas. Tout autant que nous sommes, nous avons notre part de responsabilité. Parce que c'est des présidents qui sont mal élus là-bas et qui viennent s'asseoir à la tête du continent africain. Et l'Union africaine décide des résultats des pays, des élections qui ont lieu dans les différents pays. Ce sont des sous-préfets, des gouvernants et des gouverneurs. Mais à qui la faute? Quand on a des personnes qui peuvent parler au nom des États africains ou des peuples africains comme des Hitler, Alassane Draman Ouattara, comme je l'appelle, qui sont mal gouvernés mais qui parlent à l'Union africaine, alors qu'ils sont venus avec les bombes onusiennes de Nicolas Sarkozy à la tête des États. Aujourd'hui, c'est le tour du colonel Azali Assoumani. Mais à qui la faute? Pour qu'il soit assis à la tête de l'État comorien et du peuple comorien, il aurait fallu d'abord le neutraliser là-bas avant qu'il n'arrive à la tête de l'Union africaine. Le problème se passe dans nos villages, sur nos terres d'abord. Qu'est-ce que nous devons faire, nous, la diaspora? Parce que ces institutions internationales devraient être érigées et dirigée par les diasporas. L'Union africaine devait être dirigée par les peuples de la diaspora, qui sont les 6e régions. Des gens qui n'arrivent même pas à gouverner localement, ce sont eux qui sont menés à gouverner par rotation, puisque c'est des élections annuelles. Chaque année, ils font leur tontine au péril et au détriment des populations autochtones et sous le haut patronage de l'Union européenne. Et tout ça, tout ça sous nos yeux. Avant que le président Étienne Tshisekedi prenne la tête de l'Union africaine, j'avais proposé à la diaspora des combattants congolais de prendre leurs responsabilités. Il faut aider ces chefs d'État à savoir et à comprendre la volonté des populations qui prétendent gouverner. Ils font 1 an, ils partent. Ils signent des accords encore. Ce qui fait que même quand il y a des élections, les résultats sont déjà donnés par l'Union européenne sous le haut patronage de l'OTAN et de l'ONU et qui finit par l'OMS à venir faire des vaccinations dans nos villages, à faire des expériences à n'en point finir. Tout se décide là. Parce que nos États ont délégué leur pouvoir, les pouvoirs des populations, à ces institutions qui sont l'appendice des instances internationales
sous le haut patronage de l'OTAN et de l'ONU, et ça finit par à la Cour pénale internationale pour les nègres insoumis. Donc tout est relié, tout est rattaché. Jusqu'aux accords de Berlin, on va y arriver par là. Parce que c'est la même sauce qui a envoyé le même menu vers la fin. Qu'est-ce qu'on doit faire? Nous sommes 55 États. 55 États signataires à la Cour, à l'Union, à la Commission de l'Union européenne, qui est dirigée actuellement par la commission électorale est dirigée par M. Moussa Faki. Et sa vice-ministre, Mme Monique. Et actuellement, c'est présidé, l'Union africaine est présidée par M. Macky Sall, qui va passer bientôt, au mois de février, à Azali Assoumani, qui a déjà des litiges avec sa gouvernance au niveau des Comores, où le peuple est bâillonné, a été violenté pour une fête religieuse. Pour ne citer que la dernière qu'il vient d'avoir. Et non content de cela, pour ne pas dire tellement qu'il a tellement bien gouverné, il va venir maintenant s'asseoir à la tête des 55 États. L'Union africaine aussi, il y a les Maghreb dedans. L'Afrique du Nord y est. Qu'est-ce qu'elle pense de la situation actuelle? Donc c'est tout ça qui fait que les gens sont bâillonnés, muselés. Et les pétitions, on va en faire. Mais on va aider Azali. On va l'aider à diriger cette fois-ci comme il faut. Puisqu'il n'a même pas fini de diriger l'Union des Comores, il vient maintenant à la tête de l'Union africaine, des 55 États. Nous n'allons pas faire que des observations, nous allons faire des propositions auxquelles nous allons veiller à ce que ce soit respecté. Tout dépend de nous, la diaspora. Tout dépend des peuples autochtones, mais tout dépend également des peuples de la diaspora. Parce qu'ils sont présidents là-bas, mais ils sont plus dans la diaspora. Ils viennent se soigner ici, ils viennent faire ceci, cela. Ils n'ont pas le courage de construire, ils n'ont pas le projet de construire des hôpitaux pour se soigner même dans le pays qu'ils prétendent gouverner. Moi, je n'ai pas encore vu Emmanuel Macron aller se soigner en Côte d'Ivoire. Par contre, Ouattara, il est ici toutes les semaines, même pour ses soins dentaires. Et il n'est pas le seul, c'est tous ces chiffons d'État, que j'appelle chiffons d'État, ce n'est pas des chefs d'État, qui passent leur vie à manquer de respect. Presque eux tous, leur date de décès et les lieux de décès, c'est dans les pays étrangers. Mais ils étaient présidents des pays africains. Mais leur lieu de décès, on va passer même par Bongo, son lieu de décès, c'est l'Espagne, ou Fouad-Boigny. Il a essayé de venir mourir en Côte d'Ivoire. Qui donc, Mugabe, le panafricaniste, il n'est pas mort au Zimbabwe. C'est pour vous dire qu'il gouverne dans un autre pays et ils viennent mourir à huis clos, ailleurs, aux frais du contribuable. Parce qu'en plus, il faut rapatrier leur corps. Alors, ce que nous devrons proposer, ce que je veux proposer au peuple de la diaspora, c'est que les 55 États que nous sommes, que nous fassions 55 listes par pays, qui seront des organes d'observation, de consultation, de concertation, pour que lorsqu'Azali Assoumani fera sa rentrée de février, il va rentrer en même temps avec toute la diaspora, les 55 États de la diaspora, il va faire sa rentrée avec nous. Sans oublier que au mois de septembre 2023, cela a été goupillé déjà par Macky Sall, l'Union africaine va rentrer dans le G20. Combien nous coûtent ces entrées dans ces instances et ces institutions qui ne servent à rien au peuple africain? Si ce n'est que payer le prix de la cantine. On ne sait même pas à quoi servent nos instances qui sont même au niveau de l'ONU, puisque ce sont des organes d'observation. Ils ne prennent aucune décision, mais cela nous coûte cher. Toutes ces institutions internationales coûtent cher aux contribuables africains, qui a pour seul objectif, par désespoir, d'aller mourir dans les eaux maritimes, les cimetières à ciel ouvert en haute mer. Et cela n'émeut aucun chef d'État. Nous sommes en 2023, nous sommes aujourd'hui le jeudi 5 janvier 2023. Ils n'ont pas un programme de société pour les populations actuelles, ni un programme de gouvernance. Mais l'Union africaine
est déjà sur le programme de 2063. Ils sont déjà à 2063 comme programme de développement. Pourtant, en 2023, ils n'ont pas de programme. Donc, nous devons déconfiner cette Union africaine, mais de façon réelle et véritable. Azali Assoumani ne veut pas écouter la volonté du peuple qui ne veut plus de lui, qui n'a jamais voulu de lui. Il est venu s'imposer à la population. Et maintenant, il vient nous gouverner, nous, nos 55 États. Il vient s'asseoir comme un aigle royal à la tête du continent africain pour narguer encore, après avoir nargué la population autochtone comorienne, venir s'asseoir maintenant pour dire que, comme on dit en Côte d'Ivoire, il n'y a pas garçon en face de lui. C'est ce qu'il veut dire. Donc nous allons nous organiser. Nous allons choisir, nous allons nous organiser et nous allons faire notre rentrée tant diplomatique à ses côtés. Je pense que ce sera l'un des présidents qui va comprendre que l'Union africaine, ce n'est pas un centre aéré ou un centre de loisirs où on vient pendant un an continuer la gabegie financière qu'ils font localement, qui va venir faire maintenant au niveau de l'Union africaine. Et je vais interpeller les institutions de l'Union européenne qui sont complices de cela. Et les États de l'ACP aussi. Tout cela, les commissions de l'Union européenne, ce sont eux qui financent cela parce que ces chiffons d'État font leur volonté indirectement, quels que soient les résultats, puisqu'ils sont maintenant dans le programme, quand ce n'est pas les démocraties héréditaires, où le pouvoir est transmis de père en fils, c'est maintenant la démocratie par les urnes. Au départ, c'était élection à un tour. Maintenant, c'est élection à c'était des élections à 2 tours. Maintenant, c'est élection à un demi-tour. Avec les 3e mandats reconductibles sous le haut patronage de Macron au quotidien. Et cela se passe le plus dans les zones francophones. Et tout ça, c'est organisé par l'Union européenne, dont Macron est un des députés de l'Union européenne, puisque les présidents européens, les présidents des pays français et tout, à l'Union européenne, ce sont des députés. Donc nous allons aussi faire nos listes de députés. Nous allons faire nos listes de députés pour intégrer l'Union africaine. Il serait temps. Parce qu'on ne va pas continuer de jouer les observateurs ou les observatrices à l'extérieur. On va faire nos listes de députés et on va rentrer au sein de l'Union européenne en tant que parlementaire au niveau du Parlement européen, au niveau du Parlement africain, rentrer dans toutes les commissions et observer véritablement et veiller à ce que la volonté du peuple se passe comme il se doit, puisque localement, rien ne se fait. Et j'invite tous ceux qui aspirent à être des chefs d'État dans les différents pays, dans les 55 États, le pouvoir ne se passe pas dans vos 55 enclos coloniaux, mais le pouvoir se passe au niveau de l'Union africaine. Donc, les 55 candidats qui veulent présider dans les différents pays, de leur pays d'origine, le pouvoir à prendre se trouve au niveau de l'Union européenne, au niveau de l'Union africaine, qui est un lapsus révélateur, puisque c'est l'Union européenne en même temps qui est déguisée. Et donc, je vous invite à ce que nous fassions nos listes pour intégrer, pour être des députés parlementaires de nos pays respectifs au sein de l'Union africaine. J'ai ainsi parlé. C'était Mireille Liliane Saki, conseillère municipale et président du collectif des Français d'origine ivoirienne et les Amis de la Côte d'Ivoire. Merci. Ça va. Bonsoir à tous. Je m'appelle Flavio Batika Ferreira de la Guinée-Bissau, représentant du parti de Amilcar Cabral, parti qui a été fondé le 19 septembre 1956 à Bissau. Parti qui a donné l'indépendance à la Guinée-Bissau, le Cap-Vert, et surtout qui a libéré aussi le Portugal en 1974. Tout d'abord, c'est pour réaffirmer la présence et le soutien du PAIGC, que je représente, au peuple du Comore. Ce peuple
qui est en train de passer une situation qui est très difficile, qui ressemble beaucoup, mais énormément à ce qui se passe au sein de Guinée-Bissau. Je reviendrai sur ça pour expliquer pourquoi. Et que a besoin d'aide. J'en suis sûr et certain que ce peuple, s'il faisait partie de la plaque continentale africaine, s'il n'était pas isolé dans l'île où il se trouve, je crois qu'aujourd'hui il aurait pu déjà régler sa situation. Et c'est pour cela que tout le peuple africain doit se mobiliser ensemble et aider à ce peuple de sortir dans cet imbroglio qui se trouve depuis l'arrivée au pouvoir de M. Azali. Moi je dis toujours, si les Européens sont vraiment pour aider les Africains à se développer, à ce que l'Afrique ressemble à l'Europe, à l'Amérique ou d'autres peuples dans le monde, c'est simple, c'était juste de regarder du côté où la diaspora africaine se trouve. Parce que la diaspora africaine, c'est des gens qui sont conscients de ce qui se passe dans nos différents pays et qui connaissent la démocratie, comment ça fonctionne. Ils connaissent ce qu'on appelle la bonne gouvernance. Et c'est justement pour cela que la plupart des présidents des pays africains, ces pays dictateurs, n'aiment pas sa propre diaspora. Parce qu'ils savent que ce sont des gens qui ont une connaissance. Et si la France, comme M. Macron avait créé, je crois qu'en 2019 ou 2020, une communauté des Africains d'origine, des Français d'origine africaine, pour qu'ils puissent se consulter avec eux au problème d'Afrique, ils prennent des décisions. Cette organisation, je crois que la France devait s'appuyer là-dessus et continuer à écouter, entendre ce que les Africains veulent pour leur propre pays, au lieu de continuer à soutenir des présidents dictateurs. Pourquoi je disais tout à l'heure qu'il y a beaucoup de ressemblements entre la Guinée-Bissau et les îles de Comores? Quand on regarde ce président, comment il est arrivé au pouvoir, aux élections qu'il n'a pas gagnées, qui s'est autoproclamé en tant que président de la République, en sachant tous ses oppositeurs, en cas de, je peux parler de cas de Seyd Larifou qui est ici, en Guinée-Bissau c'est exactement pareil. Il y a eu des élections présidentielles en 2019, où un président de la République actuel n'a même pas entendu le résultat que ça soit prononcé, parce que puisqu'il y a eu un contentieux électoral, tout de suite après, la CEDEAO le déclare en tant que vainqueur en le félicitant et en lui-même aller plus loin de l'inviter à commencer à participer dans des réunions de l'Union africaine. En passant sur des lois de la Guinée-Bissau, sans attendre que le suprême tribunal de la Guinée-Bissau décide sur la véracité de qui a vraiment gagné ces élections. Donc pour cela, je vais juste dire que nous tous en Afrique, nous devons continuer à se mobiliser. Parce que nous sommes condamnés à être ensemble pour pouvoir vaincre cette bataille. La bataille est difficile, parce que nous savons que la plupart de nos présidents, ce sont des représentants, comme notre collègue vient de le dire. Et si on ne se met pas tous ensemble pour combattre cette guerre, ça va être difficile qu'on puisse libérer notre pays. J'ai déjà participé dans plusieurs réunions de ce genre, où on a décidé des choses. Mais cette volonté, c'est tellement difficile parce qu'on ne peut pas faire de la politique réelle et avoir des résultats qu'il nous faut et quand on est à l'étranger. Et si on ne nous aide pas pour qu'on soit sur place, pour qu'on puisse faire de la politique au clair et sensibiliser nos différentes populations sur place, ça va être difficile sans aide de l'Union européenne qui est le partenaire numéro 1 des Africains. Parce que comment c'est possible que dans un pays comme la Guinée-Bissau, où le président de la République, quand l'Assemblée nationale populaire décide de changer la constitution de la Guinée-Bissau pour retirer certains pouvoirs qui étaient un peu flous au niveau de la constitution de la République de la Guinée-Bissau, ce président actuel, en n'étant pas d'accord, qu'est-ce qu'il a fait? Il dissout le Parlement pour que cette loi ne puisse pas être votée. Et quand on dissout sur la loi de la Guinée-Bissau, une fois dissous le Parlement, il faut réaliser les élections législatives anticipées sous 60 ou 90 jours. Aujourd'hui, nous sommes déjà sur 7 mois. Et là, il vient de déclarer encore une nouvelle date pour juin 2022. Et quand c'est comme ça, normalement, tout ce qui est FMI, les aides internationales que les pays reçoivent, tout ça reste bloqué. Mais en Guinée-Bissau, le président de la République continue à avoir toutes les aides.
comme un gouvernement normal. Et ça, quand on regarde, la conclusion qu'on tire, c'est que les Européens, ce qu'ils veulent de nous, c'est de nous mettre des présidents comme tels, qui va nous, voilà, qui va se comporter comme il le veut, comme Azali est en train de faire, et pour qu'on reste dans leur pauvreté, et pour qu'eux, ils puissent continuer à tirer les conclusions. Mais, je demanderai à tous les Africains, pour qu'on puisse trouver des solutions, avoir le courage d'aller chez nous, de mobiliser nos populations et régler nos différents problèmes à l'intérieur de notre pays. Parce que l'Union européenne, aujourd'hui, pour ce que je vois, ça va être difficile pour qu'ils nous aident là-dessus, puisque c'est eux qui imposent, nos différents présidents de la République, ce type de comportement. Je vous remercie. Chers camarades, bonjour. Moi, c'est Maître Kilanda Moko. Je suis président national du Parti panafricaniste congolais. Je suis résident à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Vous allez comprendre avec moi que parler après les éminents confrères et consoeurs qui ont déjà tout dit, je vais seulement placer un mot en disant que nous, notre parti, en fait le peuple congolais, à travers notre parti, nous sommes d'abord solidaires avec nos frères de l'Union Comore. Et pour l'intérêt de l'Afrique, nous, peuple congolais, à travers mon parti qui est sur terrain, parce que mon parti est vraiment implanté sur terrain, donc c'est un parti qui a la masse. Nous allons répondre à l'appel de l'organisation que nous faisons partie, c'est de voir et de faire les prix et de trouver des solutions que j'ai épousées, surtout les directives que la dame conseillère a données. Nous allons répondre et dans quelques heures, quelques jours, moi je descends déjà à Kinshasa, vous allez me voir sur terrain pour organiser des marches, organiser des conférences et aller à la base juste pour expliquer que nous n'avons pas besoin de ce genre de président au niveau de l'Union africaine. Donc je pense que moi je vais me limiter par là et vous allez nous voir sur terrain en République démocratique du Congo dans quelques jours ou quelques semaines. Merci. Bonjour à tout le monde et je dis bonne année à vous tous. Je me présente Traoré Doro, président de l'association CAN Afrique de 54 pays et militant pour le droit humain. Presque tout a été dit par les collègues, mais les points importants que je vais ajouter ici, presque nos États sont faillis. Parce que l'Union africaine est financée par l'Union européenne. Comment vous pouvez comprendre ça? L'Azali, qu'on est en train de parler, Azali Ansoumani, a failli. Mais il a été imposé par la force. Ansoumana Sambi, un ancien président comorien, il est en prison. Plus que tous les autres. Et tout le monde le sait. C'est un dictateur sanguinaire. Et ils vont encore nous imposer ce monsieur-là à la tête de l'Union africaine. En tout cas, nous les diasporas, on se bat jusqu'au bout que ce monsieur-là ne va pas nous gouverner. Parce que, mais vous avez vu ce qui se passe en Méditerranée. La jeunesse africaine, on le tue, on les tabasse. Aucun chef d'État a levé un seul doigt
Mais pourtant, on ne peut pas tuer un occidental, un seul, que vous n'entendez pas les médias occidentaux en train de crier. Est-ce que le valeur d'un homme blanc est mieux qu'un homme noir? Ça, c'est la réalité que je vous parle. On est en prison à ciel ouvert en Afrique. On est cloisonné. La libre circulation qu'ils ont parlé, ça fait plus de 1 an. Ça peut permettre à soulager ces jeunes-là à travailler dans le continent. Mais non. Ils préfèrent le tapis rouge individuel. En tout cas, le diaspora a décidé d'engager ce combat sur le terrain. D'ailleurs, le Comore, il faut que vous compreniez qu'on a une partie du Comore a été prise par la France. Tous les Africains le savent. Île de Mayotte, c'est en Afrique. Île de Mayotte, c'est en Afrique. Mais comment on peut couper une partie? Exemple, on dit que le Marseille, c'est la droite qui a gagné. Eh bien là, le Marseille n'est plus partie de la France. Qui peut comprendre ça? Le Mayotte a été pris comme ça par la force. Aucun chef d'État africain ne parle de ça. Et voilà, chez nous aussi en Mauritanie, il y a un parti qui s'appelle Parti RAD. Je crois que une grande partie des Africains connaît un militant qui s'appelle Brahim Da'Abeid qui se bat contre l'esclavage et tous les droits humains. Ça fait 2 fois, il sort 2e. D'ailleurs, la dernière fois, la France a annoncé la victoire avant la constitution mauritanienne pour lui faire taire. Et les présidents actuels, ils ont engagé l'armée avec les tirs, avec les canons. Si la population se lève, ils vont les mater. Cet homme-là, il a sauvé le bain de sang. Mais ils l'ont empêché que son parti va avoir sa récépissé. Comment vous pouvez comprendre? Depuis 2013, il y a des partis cartables qu'on les a donnés, les récépissés, et lui, il a été empêché. Que l'Afrique sache. Donc, on a 1000 problèmes. Le Congo est agressé par le Rwanda, tout le monde sait. On ne peut pas dire tous les trucs. Mais en tout cas, le diaspora, à partir d'aujourd'hui, on va se donner la main et on va les affronter. Yeux dans les yeux. Que Dieu protège l'Afrique. Merci. Bon, chers amis de la presse, les propos introductifs ont été tenus. Il y a notre frère qui est représentant du parti RIDJA, qui est le secrétaire général, va prendre la parole, même si on ne l'avait pas annoncé au départ. Voilà. Monsieur HPB, tu as la parole pour des propos introductifs avant les questions-réponses. Mesdames et messieurs, il n'était pas prévu que j'ai pris la parole, puisque au premier rang, nous avons pu entendre ce qui était nécessaire et ce qui a fait l'objet de cette conférence. Et à mon sens, comme l'ont déjà dit mes collègues, tout a été dit et bien dit. Simplement, j'en saisis l'occasion pour essayer, enfin, pour exprimer un petit peu mon regret du fait de ce qui est arrivé à cette Union africaine, que nous savons tous l'histoire, et ce qui a été son objet, rappelé par notre cher ami, qui était de lutter et d'accompagner les peuples africains pour arriver à leur indépendance, et là où nous en sommes aujourd'hui, et c'est bien regrettable. Parce que ces indépendances inachevées, on s'attendait à ce qu'elles soient achevées et que des pays libres puissent se développer comme les autres pays des autres continents.
Et on observe tous aujourd'hui que nous sommes là où nous nous trouvons, avec regret, mais vraiment regret, parce que les conséquences sont bien dites ici. Une Afrique qui s'appauvrit de plus en plus par la perte de sa jeunesse dans les mers du monde, dans les rues de ces pays dits développés, occidentaux, malmenés par-ci par-là, sans toutefois qu'on se pose la question du pourquoi une telle jeunesse se trouve en errance en métropole notamment. Donc ça, ce sont des faits qui sont bien regrettables. Et si on parle aujourd'hui d'un prochain président qui souhaite autoproclamer ainsi, qui va prendre, comme vous dites, les 55 pays, même si c'est pour un court temps, c'est tout de même un court temps à réfléchir pour l'Afrique, pour la jeunesse africaine, pour des maux multiples qui frappent cette Afrique. Regrettable aussi, le fait est que depuis un temps, j'en fais partie de ceux qui l'ont observé, presque 20 ans dirais-je, on a vidé l'Union africaine de sa substance en créant des organisations régionales. C'était une démarche de vider de cette Union africaine qui avait un contenu pour en arriver jusqu'à là. Pourquoi? Parce que peut-être qu'à un moment donné, la doctrine qui était menée pour libérer les pays, pour aider à libérer les pays, cette doctrine-là n'arrangeait pas aussi, je dirais, beaucoup plus l'Union européenne, qui elle-même finance cette coquille vide aujourd'hui. Donc, je m'en réjouis qu'il y ait une prise de conscience et qui s'est exprimée déjà ici et qui va, j'espère, continuer. Mais aussi, je suis conscient aussi que le combat ne va pas être facile, mais nous le mènerons tous et tant mieux que ce soit vraiment cet échantillon africain. Merci. Bon, chers amis, je reprends la parole pour évoquer deux, trois points brièvement avant de laisser la parole aux journalistes. Il y a trois initiatives qui ont été engagées au niveau du continent africain et puis au niveau européen également. Au niveau africain, il y a la Commission africaine de droits de l'homme et des peuples qui a été saisie d'une requête. Et cette requête, qui était une requête individuelle, sera soutenue et renforcée par une requête collective de toutes les organisations qui vont demain appuyer cette requête individuelle auprès de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Ça sera fait demain.
Nous avons des avocats, en Afrique et puis ici en Europe. Il y en a un qui va se déplacer en Gambie, au siège de la Commission africaine des droits de l'homme, muni de cette requête sur place pour justifier, expliquer la pertinence même de la démarche. Bon, deuxième initiative qui a été engagée, il y a une pétition qui circule encore, pratiquement dans tous les pays d'Afrique, pour justement demander au peuple d'Afrique d'interpeller leurs dirigeants sur la préoccupation qui est partagée par tous sur cette candidature. C'est une candidature dangereuse. Pourquoi cela? Parce que nous savons les aspirations des peuples d'Afrique. Une inspiration démocratique, une inspiration de lutte contre la pauvreté, contre la corruption, contre les assassinats politiques. Azali, il incarne tout ça. C'est comme si on vient légitimer les crimes des régimes criminels qui tuent pour se maintenir au pouvoir. Et c'est pour cette raison que cette candidature, elle est dangereuse, puisqu'elle vient inscrire encore pour longtemps cette règle qui est partagée par beaucoup de l'impunité des crimes économiques et puis des assassinats politiques. Bon, ça c'est la troisième initiative qui a été engagée. Il y a une lettre ouverte qui est signée par nos organisations et d'autres vont venir également. Cette lettre ouverte sera envoyée à partir de ce soir à tous les dirigeants africains. Chacun aura sa lettre. Tous les dirigeants africains. Cette lettre partira aujourd'hui puisque nous tenons d'abord à tenir cette conférence de presse avant de l'officialiser, avant de l'envoyer. Donc ça sera officiel à partir d'aujourd'hui. Azali a publié un communiqué pour remercier le Kenya parce que pour lui, le Kenya se serait désisté au profit de sa candidature. Ben, ce matin, nous avons été à l'ambassade du Kenya pour exprimer notre inquiétude par rapport à cela, puisqu'il y aurait un marché de dupes. Et ce marché de dupes a été conclu au détriment des préoccupations des peuples d'Afrique. Nous ne pourrons plus, ce temps est révolu, accepter que l'Afrique devienne un jeu de conflits, d'intérêts qui ne sont même pas ceux de l'Afrique. Donc, cette lettre au président kenyan, nous sommes allés le soutenir ce matin devant l'ambassade en entendant un déplacement très prochainement à Nairobi, puisqu'il faut se déplacer à Nairobi également. Il faut se déplacer à Nairobi et d'autres capitales africaines également. Et nous allons le faire, puisque il sera désigné le 21, le 22, puisque quel mépris Azali a envers les autres chefs d'État africains. Oser fêter, faire un communiqué pour dire qu'il sera le futur président de l'Union africaine alors qu'il n'y a même pas encore eu d'élection. C'est un mépris. Si, par extraordinaire, Kenya devait se désister, mais c'est au Kenya de faire un communiqué pour dire qu'il se désiste. Ils n'ont pas Azali forcer le Kenya publiquement à abandonner ses ambitions pour le continent. Donc il y a ça. Et puis, nous tenons à annoncer publiquement la déclaration, elle est déjà publique, hein, puisque nous venons à peine de la diffuser. Nous allons saisir les juridictions de l'Union européenne, pas la Commission, hein, mais les juridictions de l'Union européenne, pour demander aux juridictions européennes de se prononcer sur la régularité, la légalité des aides budgétaires et puis de soutien financier au projet de l'Union africaine qui est dirigé, qui sera dirigé, si par extraordinaire Azali devenait le président,
de l'Union africaine dirigée par un dictateur. Et cela en contradiction totale aux différentes résolutions de l'Union européenne et en contradiction totale avec la charte de l'Union européenne qui impose la règle de conditionnalité au respect de l'état de droit, des principes de l'état de droit et puis à la démocratie. La semaine prochaine, une délégation de nos organisations se rendra à Bruxelles. La semaine prochaine, nous nous rendrons la semaine prochaine à Bruxelles pour déposer cette requête auprès des juridictions européennes pour demander à ce que cette juridiction se prononce sur la demande de suspension. La demande de suspension de l'aide budgétaire de l'Union africaine, de l'Union européenne au profit de l'Union africaine si Azali devenait le président. Puisqu'il s'agit de l'argent du contribuable européen qui va financer une organisation qui soutient des dirigeants assassins. Et ça, nous devons le dire aussi aux contribuables européens. Nous le dirons, nous saisisserons tous les canaux de communication pour que les peuples d'Europe sachent que leur argent est destiné à soutenir des régimes qui ont des pratiques criminelles antidémocratiques. Donc, bien sûr que pour nous, ça sera un coup terrible si Azali devenait président de l'Union africaine. Mais ça sera peut-être une belle tribune aussi. Ça sera une très belle tribune pour mettre à la une toutes les contradictions. Oui. Toutes les contradictions de l'Union européenne, mais aussi de l'Union africaine. Oui. Donc, ça ne sera pas du tout repos pour lui, mais pour nous non plus. Bon, donc, bon voilà, ce sont les quelques initiatives que nous tenions à vous faire part. Les questions et aux journalistes. Adjimbaye Davlayaki. Juste, j'aimerais bien avoir une confirmation comme vous avez fait une visite à l'ambassade de Kenya. Puisque jusqu'à ce jour, nous n'avons pas attendu aucune déclaration de la République de Kenya pour se désister sur leur candidature à la présidence de l'Union africaine. Est-ce que c'est confirmé, oui ou non, Maître Larifou? Bon, moi, ce matin, lorsque nous sommes allés, ce n'était pas pour aller savoir s'ils sont candidats ou non, s'ils ont retiré leur candidature ou non. Je ne suis pas habilité pour aller faire une injonction aux autorités kenyanes. Mais l'objectif du déplacement, c'était de leur exprimer une préoccupation légitime. Bien sûr des Comoriens, mais ça dépasse le cadre comorien. C'est une préoccupation de tous les peuples d'Afrique qui ne veulent plus entendre parler des dictateurs. Donc, chacun assume ses responsabilités. En le faisant, nous avons assumé notre responsabilité. Et je suis allé, avec mes amis, leur exprimer notre préoccupation. Bon, donc, je ne suis pas allé leur dire que, écoutez, maintenez votre candidature. Non, pas, ça ne se passe pas comme ça. Et tout. Et ils ne m'ont pas dit non plus qu'ils ont retiré leur candidature. Vous voyez, ils ne me l'ont pas dit. Donc, moi, je ne sais pas ce qui se passe dans le secret de Dieu. Hein. Et bon, voilà, mais nous sommes allés, et comme nous allons nous déplacer également dans d'autres pays africains pour exprimer notre préoccupation. Mais nous n'allons pas faire une injonction à qui que ce soit d'assumer ses responsabilités. Par contre, en revanche, l'Union, les instances juridictionnelles, puisqu'il y a plusieurs instances au sein de l'Union européenne. Il y a la Commission, et puis il y a des juridictions de l'Union européenne qui contrôlent la légalité des actes pris par la Commission de l'Union européenne.
ce sont ces juridictions qui seront saisies pour se prononcer sur la légalité des décisions prises par la Commission de soutenir une institution qui sera dirigée par un dictateur. Quelqu'un qui ne respecte pas. Puisque jusqu'à maintenant, nous croyons encore à l'engagement de l'Union européenne à faire respecter des règles qui sont des éléments fondateurs de l'Union européenne, à savoir le respect de l'état de droit, la séparation des pouvoirs, l'indépendance des institutions judiciaires. Et nous savons que Azali est tout sauf un ami de la démocratie. Il est tout sauf un ami de la démocratie. Bon, donc, chacun doit choisir son camp. Nous savons, heureusement que nous sommes en Europe et que nous pourrons justement rester dans le cadre de droit et de la démocratie. C'est là-dessus que les organisations signataires, et ça c'est très important, puisqu'il faut faire la part des choses, les organisations qui ont signé cette déclaration et qui vont aussi soutenir les autres initiatives, ce sont des organisations qui inscrivent leurs actions dans le droit, dans la légalité. Il faut que ce soit vraiment, ce sont des organisations responsables. La plupart des gens qui sont ici inspirent à diriger leur pays. Donc ce sont des chefs d'État, des hommes d'État qui inspirent légitimement à diriger leur pays. À partir de là, toutes les actions menées sont menées dans le respect des usages, mais surtout sont conformes au droit européen et puis au droit international. Mais justement, excusez-moi, puisque vous venez de le dire là tout à l'heure, que ça serait une belle tribune qu'Azali soit élu président de l'Union africaine. Ma question est simple. Est-ce que la belle tribune n'est pas encore commencée au fait qu'il a commis une erreur diplomatique d'annoncer le retrait de son confrère hors les institutions de la République de Kenya n'ont rien dit jusqu'alors? C'est pourquoi que j'aimerais bien savoir est-ce que la belle tribune n'est pas déjà commencée? Puisque pour moi, je pense que c'est une erreur diplomatique qu'il devrait baisser la tête de ce qu'il a fait. Bon, je pense que les Kenyans sont grands, hein, ils vont apprécier. Ils vont apprécier cette attitude d'Azali. Mais bon, je pense que ouais, ils vont apprécier. Ils ont leur opinion. Moi, je ne suis pas là, je ne suis pas habilité à parler à leur nom, mais je pense qu'ils feront savoir très prochainement leur position. Par contre, pour terminer ma question, nous le savons tous que l'Union africaine, c'est devenu une usine du vache à lait. Puisque ce sont tous des dictateurs. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer ou proposer au peuple africain comme message, comme solution, puisqu'il est temps que l'Afrique se réveille. C'est pourquoi que moi j'aurais bien aimé savoir votre message aujourd'hui, puisque si on reste dans cette lutte diplomatique, je pense que ça prendra du temps, puisque ces dictateurs ne partiront pas comme ça. Ouais. Non, il me semble avoir compris votre message. Bon, heureusement qu'il y a une prise de conscience au niveau international. Il y a des instruments juridiques, il y a des instruments diplomatiques qui sont à la disposition de ceux qui souhaiteraient construire le continent africain sur la base de la légalité. Puisqu'on ne peut pas construire un pays ou bien un continent sans se conformer aux règles. Bon, donc, le message et les initiatives, ce sont celles que nous avons, par exemple, évoquées tout à l'heure. Il y a des instances juridictionnelles, il y a des avocats qui sont là. Je ne parle pas de nous qui sommes là, mais il y a des avocats qui ont été saisis officiellement
pour qu'au point de vue juridique, ils trouvent le moyen de faire reculer ceux qui soutiennent la dictature. C'est une démarche quand même importante. C'est une démarche quand même très importante. C'est le message qu'on peut lancer et envoyer à la jeunesse africaine pour dire qu'aujourd'hui, on ne va pas prendre des marchettes pour aller zigouiller de nos chefs d'État. Non, on dispose des armes démocratiques. On veut que l'Afrique devienne un territoire où s'exerce librement le choix politique. Donc, nous allons utiliser toutes les armes démocratiques qui sont à notre disposition pour mettre en difficulté nos dictateurs. Lorsqu'aujourd'hui, vous avez un instrument qui s'appelle la Commission africaine des droits de l'homme, vous saisissez la Commission pour dire, écoutez, nous voulons que la Commission se prononce sur la légalité, la légitimité d'une telle candidature. Je ne sais pas ce que la Commission fera. De même que nous aussi, on ne sait pas ce que les juridictions européennes feront. Mais le fait de les saisir, c'est déjà un pas. C'est déjà un pas. Puisque nos sociétés seront bâties progressivement sur la base des règles de démocratie. Aujourd'hui, vous allez vous adresser à ceux qui pensent que l'Afrique ne peut pas être construite qu'avec le soutien des dictateurs. Ben, il faut aller les rencontrer pour leur dire que vous voyez vos méthodes, vos pratiques, où est-ce que vos pratiques ont amené l'Afrique. Il faut aller rencontrer les dirigeants européens pour dire que c'est parce que vous soutenez les dictateurs que vous ne pourrez pas empêcher la jeunesse d'Afrique de venir en Europe. C'est le résultat du soutien apporté aux dictateurs. Il faut aller les rencontrer. Et si ce soutien persiste, il y a des juridictions ici en Europe qui travaillent. Et heureusement, certaines sont indépendantes, qui vont appliquer le droit. Nous qui sommes ici, il faut que ce soit très clair. Nous inscrivons notre combat pour la démocratie de l'Afrique dans le droit. Et c'est possible. Et c'est à notre portée. C'est possible. C'est très difficile à porter comme combat. C'est extrêmement difficile. Périlleux aussi. Mais il faut le porter, ce combat. Nous voulons construire, nous croyons à une autre Afrique. Pas celle qui existe depuis 60 ans. Mais nous croyons à une autre Afrique. Construite sur la base de la légalité, de la démocratie, du respect de nos différences. C'est possible. Et c'est pour cette raison que nous n'acceptons pas cette provocation de répondre les crimes par les crimes. Voilà. Par contre, vous savez tous que notre cher pays, les Comores, compte une population de 900 000 habitants. Les chefs d'État africains, ils ne sont pas aveugles. Ils voient tous les jours que le président illégitime, le colonel Azali Assoumani, n'arrive pas à gérer 900 000 habitants. Comment ils arrivent à comprendre qu'il peut gérer 54 pays? 900 000 habitants, il n'arrive pas. Là, cette semaine, on a eu le jackpot aux Comores. Puisque le salaire d'un ouvrier aux Comores, c'est 40 €. Le jackpot qu'on a eu, on a eu une pénurie des ailes de poulet durant toute l'année. Et là, ça vient d'arriver. Vous savez, le carton. 30 € le carton. Un pays. Pas de l'eau. Pas d'électricité. Pas de santé. Mais il a fait un excellent travail puisque l'année compte 365 jours. Ces 365 jours, il a fait presque 240 jours à l'extérieur.
sur le coût de 4 000 € par jour, sans sa délégation. Or, le pays est tombé par terre. Donc, j'arrive pas à comprendre comment un pays comme la France est derrière sur des gens comme ça qui dégradent leur pays. Comment peut-on accepter aujourd'hui qu'Azali peut gérer 54 pays? J'aimerais poser une question. Bon, merci pour la qualité d'information, c'est très intéressant. Jean-Pierre Djangui, je suis journaliste, le promoteur de News Africa 24. Merci d'informations en ligne continue sur l'Afrique et ses diasporas. Moi, je voudrais souligner un peu une contradiction sous forme de question aussi. Flavio Batica a dit tout à l'heure qu'il aimerait que l'Union européenne vienne aider la Guinée-Bissau et par extension l'Afrique à restaurer, j'allais dire, des pouvoirs démocratiques, l'égalité. De l'autre côté, M. Larifou dit nous allons saisir les instances juridiques de l'Union européenne pour le mettre en quelque sorte devant leurs contradictions. Qu'elles sachent que si M. Azali venait à être président de l'Union africaine, puisque c'est l'Union européenne qui finance l'Union africaine, qu'elles sachent que c'est encourageant quelque chose à la dictature. Ça, c'est deux sons de cloche complètement différents. D'un côté, on appelle au secours pour restaurer la démocratie. De l'autre côté, on dit attention, si vous continuez à donner l'argent, vous encouragez. Comment vous pensez que au niveau de l'Union européenne, justement, ils vont percevoir au sein d'une même organisation, je parle du rassemblement qui est ici, deux sons de cloche aussi différents. Ok, on peut répondre. J'ai une question, Flavio. Ouais. Allez-y. Monsieur Flavio, Oui, vous avez dit que vous allez aller dans votre pays dans quelques jours. je viens d'arriver. C'est lui qui partait. Ah, d'accord. Mais c'est la même question. Est-ce que vous pensez que la même chose que votre compatriote de la Guinée qui va aller dans son pays, est-ce que ça serait... En fait, est-ce que vous n'avez pas réfléchi à faire la même chose aussi aux Comores? Parce qu'on nous pose la question que ça serait bien aussi que vous descendez sur place. Aux Comores ou chez moi? Non, aux Comores. Aux Comores. Ouais. Bon, d'abord, je vais répondre à la question de Jean-Célestin Djangui. Moi, quand je dis que l'Union européenne devrait aider la Guinée-Bissau, c'est parce que, pas que la Guinée-Bissau, toute l'Afrique, puisque l'Union européenne, c'est le partenaire principal de l'Union africaine, et surtout de la Guinée-Bissau. Donc, il ne peut pas continuer à se contredire, à défendre la loi, la démocratie, droits de l'homme, et en même temps, il soutient ces gens-là en tant que dictateurs, en train de faire ce qu'ils font chez nous. Tout à l'heure, monsieur le journaliste vient de dire que Azali, sur les 365 jours, 240 jours, il le passe à l'étranger. C'est exactement ce que Ambalo fait. Ambalo ne peut pas passer 3 jours, voire une semaine en Guinée-Bissau. C'est impossible. Je crois que c'est le président de la République qui a plus voyagé au monde. Ça, vous allez taper, vous allez le voir. Et lui, c'est pas 4 000 par jour, c'est 15 000. Et quand il part, c'est avec des délégations. Et aujourd'hui, malgré que la Guinée-Bissau n'a pas un gouvernement stable, puisque le Parlement était dessous déjà depuis plus de 7 mois, mais l'Union européenne continue à financer ce même gouvernement. Donc c'est de cela, quand on dit qu'on va saisir les institutions juridiques de l'Union européenne, c'est pour leur contredire sur leurs lois. C'est pour ça que je viens à ce qu'il dit. Et en même temps, on a besoin d'eux pour nous aider, puisque c'est notre principal partenaire. Je crois que ça peut aller ensemble les deux. Donc, en Guinée-Bissau aujourd'hui, pour manifester, c'est quasiment interdit. Droit de manifestation, il est inscrit dans la Constitution de la Guinée-Bissau. On ne fait même pas une demande. On informe pour qu'on puisse être sécurisé. Mais Guinée-Bissau, en informant, c'est là qu'ils vous interdisent. Aujourd'hui, en Guinée-Bissau, il devait y avoir une manifestation, parce qu'il y a un parc naturel, le seul et unique dans le centre-ville, d'accord, où il y a la fraîcheur,
l'eau des poissons, beaucoup de différents types d'animaux qui sortent d'Europe, qui vont là-bas pendant l'hiver. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? De tout enterrer, mettre des cailloux pour la construction d'un mosquée. Devant, à l'intérieur. Pourquoi? Parce que la Turquie, pour qu'ils vous financent, ils vous demandent d'abord de signer des contrats religieux. Il faut d'abord les mosquées, par-ci, par-là, bon, des choses comme ça. Est-ce que la Guinée-Bissau aujourd'hui, un pays qui n'a pas un hôpital de référence, pourquoi pas demander la construction d'un hôpital ou des universités? Or que, dans toute l'Afrique, dans chaque coin de rue, on voit des églises et des mosquées. Et pour partir en Guinée-Bissau, pour le faire, je crois que nous, la Guinée-Bissau, on est mal barré pour aider le Comore vis-à-vis de notre président actuel, parce que ce sont des amis. Si vous regardez, ils se fréquentent tout le temps ensemble. C'est pour ça que leur mode d'opérandi ressemble. Ils sont exactement identiques. Ce sont des amis. Ils se trouvent tout le temps à Dakar, devant Macky Sall, puisque c'est lui le parrain des deux. Et ça va être compliqué. Il le verra, mais c'est bien qu'il reçoit quand même la lettre et qu'il voit que le PAGC, parti d'Amilcar Cabral, a signé à ce qu'on puisse ne pas se laisser faire pour que Azali arrive à la présidence de l'Union africaine. Parce que quand on a Azali de l'autre côté, on a Sissoko Mbalo au niveau de la CEDEAO. Les deux quasiment pareils. Quel est l'avenir pour l'Afrique? Moi, je comprends que la France est en difficulté depuis 10 ou 20 ans vis-à-vis de ses anciennes colonies. Aujourd'hui, il veut à tout prix d'avoir d'autres gens comme le président camerounais, Denis Sassou Nguesso, des nouvelles générations qui vont continuer dans cette politique de France-Afrique. C'est pour cela qu'il ferme les yeux pour pouvoir accepter. Et c'est ça qui crée la haine de la diaspora contre la France. Parce que si la France aidait les gens démocratiques, comme nous, qui, qu'on le veuille ou pas, on a quand même ce côté francophone, côté français, puisqu'on a cette culture, je crois qu'on aurait pu mieux s'entendre avec la France au lieu de ces gens-là comme Mbalo, comme Azali. Merci. J'ai une dernière question, je vais profiter à la poser. Ah, tu vas monopoliser, là. Les autres ont posé des questions aussi. Là, ça fait déjà plus d'une heure. Hein. Ouais. Vas-y, on ne va pas censurer. Suite à la loi qui est votée dernièrement à l'Assemblée nationale pour l'interdiction des binationaux de ne pas pouvoir se présenter dans les élections, plus particulièrement les élections prévues en 2029. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, bien sûr que c'est un mauvais message, c'est un message très négatif adressé aux binationaux, notamment aux franco-comoriens. Ceux qui sont visés, Azali les vise personnellement, puisqu'il ne parle même pas pour lui, puisqu'Azali maintenant pour nous c'est fini, c'est une page qui est tournée. Mais il veut protéger son enfant, son fils. Pour lui, tout ce qu'il fait, c'est pour son fils. Pour lui, l'histoire est terminée, la page Azali est déjà fermée. Mais il pense qu'en empêchant les binationaux de se présenter aux élections, il va pouvoir laisser la voie libre, le chemin libre à son fils. Mais il se trompe complètement d'époque et il se trompe aussi de peuple, puisque les Comoriens de l'extérieur, particulièrement ceux qui sont ici en France, ceux qui maintiennent le combat depuis 3 ans, ce sont des jeunes qui sont très politisés. Très politisés. Il y a une conscience politique et nationaliste plutôt, qui est très 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 élevée. C'est du jamais vu depuis l'indépendance des Comores. Donc ils se trompent d'époque. Ces jeunes vont bien le corriger, et son fils. Ils vont le corriger. Vous verrez à partir de peut-être la semaine prochaine. Il va y avoir des prises de position qui sont à la hauteur de ce message très négatif. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, Azali et ses amis se trompent d'époque, puisque tout le monde le sait, que l'avenir des Comores est dans le métissage. L'avenir des Comores est dans le métissage. Donc, il faut qu'ils se trompent d'époque. Ce sont les Comoriens issus de multiculturalisme qui vont réveiller ce pays. Nous avons nos jeunes
ce qui assure les rayonnements culturels, sportifs et intellectuels des Comores qui sont visés par Azali. Ceux-là même qui font briller les Comores partout dans le monde, au niveau culturel, au niveau musical, au niveau sportif, qui sont visés. Ils ne vont pas se laisser faire. Et ils ont raison, et nous allons les soutenir. Nous allons les soutenir. Nous allons soutenir l'idée selon laquelle l'avenir des Comores est dans le métissage et le multiculturalisme, et non pas dans l'obscurantisme et l'enfermement. Donc il faut bâtir un pays nouveau qui repose sur les règles qui s'appliquent partout dans le monde, à savoir la tolérance, l'ouverture, et non pas l'enfermement. Ça, c'est le nouveau concept. Donc il nous donne le moyen, justement, de faire de la politique. Ceux qui n'ont jamais fait de la politique auront l'occasion de faire de la politique qui reposera sur des valeurs de tolérance, et puis de fraternité, et puis d'égalité. Il n'y a pas deux Comoriens. Il n'y a qu'un seul Comorien. Azali veut faire deux Comoriens, alors que la constitution comorienne assure à tous les Comoriens, sans distinction aucune, le droit politique. Le droit politique est assuré par la constitution comorienne. Donc il n'y a pas une distinction entre les Comoriens qui seraient des binationaux et ceux qui ne le sont pas. La constitution comorienne est très claire là-dessus. Bon, mais je ne rêve pas. Bon, je pense qu'il est important que la Cour suprême des Comores soit saisie par les binationaux, qu'ils fassent une requête, des requêtes massives, ils envoient à la Cour suprême des Comores. Il faut assurer cela. Donner à la diaspora comorienne, l'occasion de rédiger des centaines, des milliers de requêtes. Envoyer ça à la Cour suprême. Mais la Cour suprême, c'est lui-même. Écoutez, la Cour suprême, c'est lui-même, mais c'est une forme, justement, d'affrontement. C'est ça le combat. C'est ça le combat. Je pense qu'il faut rédiger un modèle de requête, le mettre en ligne pour permettre à tous les Comoriens, les métis comoriens aussi, ceux qui sont issus de couples mixtes, de saisir la Cour suprême pour dire qu'ils sont Comoriens. Ils ont les mêmes droits et soumis sans doute aussi aux mêmes obligations que les autres Comoriens. Ça, c'est un vrai combat. C'est à partir de là que la politique est belle, mérite d'être menée, et nous allons mener ce combat. Et vous le verrez à partir de la semaine prochaine. Voilà. Oui. Je peux rajouter quelque chose? Parce que, apparemment, je suis la seule femme de cette salle. La parité n'est pas respectée. Vous présentez une dizaine quand même. Oui, heureusement d'ailleurs. C'est la reine. La parité est là. On va essayer de faire avec. Je veux vous rassurer que nous sommes épris et prises de paix et de justice. Dans la médiation et l'intermédiation, c'est vrai que beaucoup disent, mais pourquoi vous allez aller vers l'Union européenne, ainsi de suite. On entend cela. Parce que l'Union européenne, si elle était de bonne foi, elle se serait déjà auto-saisie de tout ce que nous disons depuis des années. 2023, nous n'allons pas rester qu'avec le seul intermédiaire et interlocuteur qui est la zone francophone. Non, on ne va pas s'arrêter à là. 2023, on a décidé de prendre nos responsabilités et de changer même d'interlocuteur. Celui qui nous respectera, on le respectera. On va envoyer les ampliations à l'Union européenne, à l'Union africaine, ainsi de suite. On va aller même en Russie. Parce que c'est l'ours de Russie, actuellement, qui a réussi à déconfiner tout, on va dire, le monde entier avec le nouvel ordre mondial, on va dire. Sinon, actuellement, où on est là, on serait tous avec des masques. Mais il y a quelqu'un qui s'est levé là-bas, qui s'appelle son Excellence Vladimir Poutine, qui a dit stop. Et du coup, tous, ils se sont tous alignés, toutes ces sociétés de vaccination et consorts. Donc, on pouvait faire ça et puis ils n'ont pas fait, comme on peut dire en Côte d'Ivoire. Donc, nous n'allons pas nous arrêter qu'à l'Union africaine, ni à l'Union européenne. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit quand on te frappe dans le quartier, tu dois chercher ton grand frère. Et c'est le grand frère, bien musclé, là, celui qui va venir résoudre certaines choses, il va t'aider. Tu vas lui dire, faut taper par là, c'est là où ça fait mal, c'est ce qu'on va faire. Puisque la France est dans le déni de ce que nous disons depuis le début. On ne peut pas prêcher des convertis. La France sait que c'est elle qui les maintient. Nous, on sait que c'est elle. On va l'attraper, la main dans le sac. De toutes les façons, même quand on attrape la main dans le sac, elle me dit, coupez mon bras, c'est pas le mien. On les a vus avec le 3e mandat que Macron a soutenu.
en Côte d'Ivoire, par exemple, où il y a eu le jeune citoyen Nguessan Toussaint Kofi, qui était un militant simple, qui s'est opposé au 3e mandat, qui a été décapité. Donc ils ont joué avec sa tête comme un ballon de football. Et ça, l'Union africaine et l'Union européenne, elle est restée muette. Donc, c'est pas, on n'espère pas grand-chose dans ces médiations avec l'Union européenne. Mais l'Union africaine, cette année, j'ai dit, c'est le mandat de trop pour Azali, et c'est aussi le mandat de trop pour cette forfaiture qui se passe au niveau de l'Union africaine, pour ces tontines qu'ils font entre eux. Je pense que la mandature d'Azali va envoyer autant de bruit dans le fonctionnement et le dysfonctionnement de l'Union africaine. Et la diaspora va se poser la question, comme on dit souvent, on dit il y a quelque chose, malheur est bon là. Les gens vont dire, mais comment ils sont élus dans cette institution? Qu'est-ce qui s'y passe? Pourquoi c'est eux qui décident à nos places? Donc, c'est du pain béni. Azali l'a envoyé là, il est arrivé au niveau de l'Union africaine, il arrive là, pour que la diaspora ouvre ses yeux, pour voir que cette institution, c'est une institution, un club d'amis qui joue au poker entre eux chaque année, et puis chacun attend son tour, et après il se passe la balle. On va demander même au président Macky Sall, le président sortant, de nous faire même un bilan de sa mandature de l'Union africaine, un bilan sortant. On n'en aura pas, même les Sénégalais, même, il aura même pas un programme concret pour les populations sénégalaises. Bon, sénégaloises, on va dire en même temps, puisque Macky Sall a dit que pendant la guerre, les tirailleurs africains, les tirailleurs sénégalais avaient droit à des desserts. Donc, c'est un peu... il se fout un peu de la population, donc c'est pas les diasporas qui leur... leur but, c'est que les diasporas restent en exil et que on continue d'être des éternelles personnes qui dénoncent, et puis eux, entre eux, ils font leur tontine. Donc, nous allons aussi changer d'intermédiaire et de partenaires économiques, diplomatiques. Nous sommes prêtes et nous sommes prêts à cela, parce qu'on ne va pas continuer de prêcher des convertis, qui sont l'Union européenne. J'en ai fini. Moi, je vais ajouter un petit mot par rapport à la politique qui mène aujourd'hui la France en Afrique. Si on regardait bien aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, on est en train de crier la France et les gendarmes actuels de l'Afrique de l'Ouest. Tout le monde a vu ce qui s'est passé en Tchad. Tout le monde a vu qui a mis le président Bibi Kaka, qui a assassiné plusieurs personnes. Macron a regardé de l'autre côté. On est en train de crier au Niger, la force Barkhane et la force Tako avaient assassiné des Nigériens à Tira. Et Macron regarde de l'autre côté. Comme je l'avais dit dans mon intérieur de déclaration, à Tamou, le gouvernement nigérien a bombardé des dignes fils de Niger dans leur mine d'or pour arracher cette mine d'or pour donner ça à Macron. Macron regarde de l'autre côté. On ne va pas s'arrêter là. On ne va pas continuer à voir nos populations en train de crever. On va chercher d'autres partenaires parce qu'on est en train de crier à la France pour dire change ta politique extérieure. Ces gens-là, ce sont des nègres de maison, ce sont eux qui sont en train d'assassiner notre population. On va continuer, on va dire, on va chercher des partenaires. On a vu que M. va aller à la Russie. Et nous aussi, on peut partir à la Russie. Aujourd'hui, la France, on vit en France, on est aussi des Européens, on contribue, on est en train de contribuer, après on prend notre contribution pour donner à des assassins. Et ça, on ne peut pas accepter ça. Ça, on ne peut pas accepter ça. S'il faut, nous les panafricains, on se bat du jour au lendemain, on a des familles, mais on ne peut pas regarder de l'autre côté nos parents en train de crever chaque minute. Je vous remercie. Merci pour votre disponibilité et l'écoute également. Merci. Waangalizi watukufu wa SDN nabdotsazi soma zatu karika urungu wa Shifaransa madhari mwambia na ukana inu konferansi ya tsanganya janibu zinji za hii Afriki ya namna ya ukana izie ya raisi wa daula Azali Asumani ya tijua ya chagula ya wangaritauzi soma zatu mana mranzishi ya wawenje ukana karsurungu wa Shikomori na siri mwambia nikana wanuwa nyasi wanji walo wano nga sina ma Ivoirien, ma Guinée
hawonsi pia waka wano yende mana raka oblige rirongoe helu haya hemna swar maraba menji